Elle m'avait promis qu'elle m'attendrait. Elle m'avait juré qu'elle m'aimait. Elle m'avait assuré qu'elle viendrait me voir chaque semaine pendant ma peine. Et pendant un temps, elle l'a fait. Mais les visites ont changé en moins de chaleur, plus de parfum, des étreintes plus brèves, des regards plus froids. Il me restait 2 ans, et je sentais déjà ma vie s'effondrer derrière les barreaux. Mais elle ignorait que je ne me contentais pas de purger ma peine. Je préparais un plan. Elle m'a trahi, vivant dans ma maison avec un autre homme. Alors j'ai fait ce que tout homme blessé, avec rien d'autre que du temps, aurait fait. J'ai posé les bases. Et quand je suis sorti de prison, je ne suis pas rentré avec des fleurs, je suis rentré avec des preuves, un contrat de mariage, et un sacré bon plan pour lui faire regretter chaque seconde. Mais commençons par le début, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. 3 ans de prison. C'était la sentence. En un instant, tout ce que j'avais construit pendant plus d'une décennie s'est écroulé au son du marteau d'un juge. Un jour, j'étais patron de ma propre entreprise, spécialisée dans les rénovations sur mesure et l'ébénisterie haut de gamme, et le lendemain, j'étais le détenu numéro 47 162 dans une cellule en béton glacé, à des centaines de kilomètres de la vie que je connaissais. Soyons clairs, je n'ai pas braqué de banque. Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai rien vendu d'illégal. Mon erreur a été de faire confiance aux mauvaises personnes avec les mauvais chiffres. Plus précisément, à un comptable qui jouait trop librement avec le fisc. J'ai signé des documents que je n'ai pas lus assez attentivement. Je lui faisais confiance, et il a dissimulé quelques zéros au mauvais endroit. Quand tout a éclaté, il m'a trahi, m'a désigné comme coupable. Le tribunal se fichait que j'ai employé plus de 20 personnes, que j'ai sponsorisé des équipes locales de foot, ou que ma femme, Camille, n'ait jamais eu à travailler parce que je veillais toujours à ce qu'elle n'en ait pas besoin. Ils ont vu un chiffre sur une feuille de calcul et m'ont pris 3 ans de ma vie. Quand je suis parti, notre maison était en parfait état. Camille se tenait dans l'allée, les yeux pleins de larmes, me tenant la main jusqu'à ce que les gendarmes me fassent signe. Elle a dit tout ce qu'il fallait. Elle a juré qu'elle attendrait. Qu'elle viendrait chaque semaine. Que ça ne nous briserait pas. Elle était encore belle, ce jour-là. Elle portait toujours le parfum que je lui offrais pour nos anniversaires de mariage. Robe bleue. Ongles rouges. Larmes scintillant au soleil. Je voulais tellement la croire. Vraiment. Nous étions mariés depuis 7 ans. Pas d'enfant, Camille disait qu'elle n'était pas prête, et je respectais ça. Peut-être trop. Elle aimait les brunchs avec ses amis, le shopping en ligne, les cours de yoga auxquels elle n'allait presque jamais. C'était son monde. Le mien, c'était l'assure, les factures, les camionnettes, et la certitude de bâtir quelque chose de concret. Quelque chose qui comptait. Et chaque jour, je rentrais auprès d'elle. Je pensais que ça valait quelque chose. Quand je suis arrivé en prison, les premières semaines ont été floues. Beaucoup de règles, beaucoup de bruit, beaucoup de temps à fixer le plafond en me demandant comment j'avais atterri là. Mais même dans cet endroit horrible, je me raccrochais au peu de bien qu'il me restait de mon entreprise, que mon assistant, Nicolas, essayait de maintenir à flot, et Camille. Elle venait me voir, comme promis. La première semaine. Puis la suivante. Elle portait ces mêmes robes bleues. Parfois, elle apportait un album photo ou des lettres de gens du pays. Elle souriait, me racontait à quel point tout était ennuyeux sans moi, comment elle galérait encore avec la machine à café que je lui avais achetée avant de partir. Et je la croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Je lui avais donné un accès total à nos comptes. Je lui avais laissé les clés de nos 2 voitures, la mienne et la petite Peugeot que je lui avais offerte pour son anniversaire. Elle restait dans notre maison. Ma maison. Payée avec de longues journées à travailler dans l'assure et des nuits tardives avec une calculatrice et une boîte d'aspirine. Tout ce que j'avais été dans cette maison, et je le lui avais donné sans hésiter. Avec le recul, c'était peut-être une erreur. À l'époque, je me disais que c'était la bonne chose à faire. Elle n'avait pas de travail. Jamais eu. Ça ne me dérangeait pas. Je gagnais assez pour nous deux. J'aimais être celui qui pourvoyait. Ça me donnait un but. Et je me disais que si je devais être absent un moment, le moins que je pouvais faire était de rendre sa vie aussi normale que possible. De toute façon, je n'avais rien d'autre à faire là-dedans que penser. Et je pensais. À Camille. À la maison. À ce que serait la vie à mon retour. Le premier mois. Tout semblait aller.
Le deuxième, pareil. Le troisième, je ne sais pas. Peut-être était-ce la façon dont ses lettres devenaient plus courtes. Ou qu'elle ne parlait plus des petites choses, ce qu'elle cuisinait, quelle série elle regardait. Parfois, elle ne venait pas du tout. Elle disait qu'elle était, patraque, ou qu'elle devait aider une amie. Je l'ai cru. Elle souriait toujours, prononçait toujours les bons mots. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Elle regardait au-delà de moi quand on parlait. Ses mains s'agitaient. Sa voix était différente, comme si j'étais un fardeau qu'elle essayait de porter encore un peu avant de le poser pour de bon. Et j'ai commencé à me poser des questions. Mais je me disais de ne pas tirer de conclusions hâtives. L'esprit joue des tours en prison. On se sent seul. On suranalyse. On doute de tout. Je me disais que j'étais peut-être juste parano. Elle venait toujours, non? Elle m'écrivait toujours ces petits mots signés, avec amour, Camille. Mais quelque chose avait changé. Je le sentais au fond de moi. Quand on passe sa vie à travailler pour quelque chose et qu'on le voit s'évanouir à travers des barreaux, on commence à remarquer les moindres détails. Un appel manqué. Un nouveau collier. Un rire nerveux qui n'était pas là avant. Je voulais croire qu'elle luttait, elle aussi. Que c'était dur pour elle. Que les fissures que je voyais n'étaient pas réelles. Que l'amour pouvait tenir à travers des murs et des barbelés. Mais j'avais tort. Et il m'a fallu encore quelques semaines pour comprendre à quel point j'avais tort. Je crois que quand quelque chose se brise entre deux personnes, ça ne se casse pas toujours d'un coup. Parfois, ça fissure doucement, comme une vitre sous une pression lente. C'est comme ça que ça a commencé avec Camille. Elle avait l'habitude de se pencher vers moi quand elle parlait, de poser sa main sur la mienne à travers la vitre, de me demander comment allait ma journée, même si elle savait que rien ne changeait. Mais ça s'est estompé. Peu à peu. Elle se tenait plus droite, s'éloignait. Elle a cessé de poser des questions. Elle regardait sa montre plus souvent. Ou ses ongles. Et puis, il y avait sa façon de s'habiller. Ne vous méprenez pas, j'ai toujours aimé quand Camille se faisait belle. Elle avait un don pour rendre n'importe quoi élégant. Mais sa façon de s'habiller pour venir en prison, ça sonnait faux. Elle ne mettait jamais de parfum avant. Elle disait que l'endroit sentait l'eau de Javel et le métal, et qu'elle ne voulait pas s'y mélanger. Mais ensuite, elle a commencé à arriver avec une odeur de parfumerie de luxe. Maquillage complet. Comme si elle jouait un rôle. Et ce n'était pas seulement son apparence. C'était sa façon de me toucher ou plutôt de ne pas me toucher. Les baisers devenaient plus légers. Fini les étreintes prolongées, juste un rapide bisou sur la joue, comme si j'étais un vieil oncle. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Une semaine, elle n'est pas venue du tout. Elle m'a envoyé une lettre 2 jours plus tard, disant que la batterie de sa voiture était morte et qu'elle avait dû attendre une dépanneuse. Pas grave, non. Sauf que Nicolas venait de remplacer la batterie avant l'hiver. Je n'ai rien dit. J'ai juste relu la lettre 3 fois, recto verso, cherchant un signe que c'était vrai. Une autre fois, elle a dit qu'elle avait manqué une visite à cause d'une migraine. Ça pouvait être vrai. Je ne sais pas. Mais ça tombait toujours le vendredi, le jour où elle venait me voir, comme une horloge. Je passais beaucoup de nuits allongées sur ma couchette étroite, à fixer le plafond, à essayer de me raisonner. Tu es juste parano, me disais-je. Tu ne peux rien y faire d'ici. Et c'était la vérité. Je me sentais impuissant. Pire qu'enfermé ou oublié. Mais je continuais à observer. À écouter. Même dans un endroit comme celui-là, on a le temps de remarquer des choses que la plupart des gens ignorent. Son ton quand elle disait au revoir. La façon dont ses mains tremblaient légèrement quand je parlais des factures. La pause avant qu'elle ne réponde quand je lui demandais si elle allait bien. C'était au 4e mois que mon instinct a cessé de murmurer pour crier. Lors de cette visite, elle avait les ongles faits rouge vif. J'avais déjà vu cette teinte. C'était celle qu'elle portait quand nous étions allés à Nice pour notre 5e anniversaire de mariage. La seule fois où elle portait un rouge comme celui-là, c'était quand elle voulait attirer l'attention de quelqu'un. Ce soir-là, j'ai demandé un service à Nicolas. Nicolas était le seul en qui j'avais encore confiance dehors. Jeune, mais solide, il gérait le bureau de mon entreprise en mon absence. Il était sur ma liste d'appels autorisés, et je l'ai appelé le lendemain matin. Et, dis-je, en essayant de rester calme.
J'ai besoin que tu me trouves quelqu'un. Un détective privé. Il y eut un silence. Quel genre de quelqu'un? Quelqu'un de discret. Qui ne pose pas trop de questions. Qui peut suivre Camille sans se faire remarquer? Je sentais qu'il était surpris, peut-être mal à l'aise, mais il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, d'accord, patron. Je vais passer quelques coups de fil. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. Que je passais mes nuits éveillées à penser au parfum de Camille. Que je repassais chaque visite dans ma tête comme une bande de surveillance, cherchant des indices. Que je ne voulais pas avoir raison mais que je n'allais pas me laisser ridiculiser pendant que je croupissais dans une boîte en béton. À ce moment-là, il me restait environ 2 ans de peine. Je savais que je ne pouvais pas défaire ce qui était déjà brisé. Mais si ce que je craignais était vrai, j'avais encore du temps. Du temps pour observer. Du temps pour me préparer. Du temps pour m'assurer que si Camille avait commencé à écrire un nouveau chapitre de sa vie sans moi, eh bien, j'allais écrire la fin. Nicolas a tenu parole, comme toujours. 2 jours après ma demande, il m'a appelé à la prison. J'ai reçu son message à l'heure du courrier. C'était court. Juste, j'ai trouvé un gars. Il s'appelle Marc. Ancien flic. Discret. Il te plaira. J'ai dû attendre le dimanche pour appeler. C'est le moment où les téléphones étaient plus calmes, et la plupart des gars étaient occupés dehors ou devant la télé. Je me suis mis dans un coin, le combiné contre l'oreille, un œil sur l'horloge, l'autre sur mes arrières. La voix de Marc était lente, râpeuse. Ouais. On m'a dit que t'as besoin d'un coup d'œil sur quelqu'un. J'ai besoin qu'on suive quelqu'un, dis-je. Elle s'appelle Camille. Ma femme. D'accord, répondit-il. Surveillance classique? Non. Je veux tout. Photos, vidéos, où elle va, avec qui elle est. Ne rate rien. Il m'a demandé le numéro de sa plaque, la marque et le modèle de la voiture, l'adresse, son emploi du temps. Je lui ai tout donné. Des années à vivre avec Camille rendaient ses habitudes faciles à réciter. Elle n'était pas spontanée. Elle aimait ses routines yoga le matin, courses l'après-midi, dîners occasionnels avec ses soi-disant copines. Marc a dit qu'il commencerait dans la semaine. Je n'ai pas beaucoup dormi les nuits suivantes. On pourrait croire que la prison vous rend insensible, mais certains types d'attente coupent plus profondément que les barreaux. 5 jours plus tard, Nicolas m'a rappelé. Son ton m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Tu devrais t'asseoir. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, près du téléphone à pièces, le cœur battant, fixant la peinture grise écaillée sur le mur comme si elle pouvait me donner des réponses. Elle ne fait pas vraiment profil bas, dit-il. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Plein de choses. Marc avait tout mis sur un disque sécurisé. Nicolas a tout imprimé et m'a envoyé une grosse enveloppe marquée « Document juridique ». Je l'ai reçu 3 jours plus tard. Les mains tremblantes, j'ai attendu l'extinction des feux, quand le bloc était calme. J'ai déchiré le haut de l'enveloppe et sorti un dossier en papier craft qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. La première chose que j'ai vue était une photo de Camille dans un café. Pas avec ses amis. Avec un type que je ne reconnaissais pas, corpulence moyenne. Casquette de baseball. On aurait dit qu'il possédait 2 chemises potables, pas plus. Il se penchait sur la table, souriant comme s'il avait gagné au loto. Sa main était sur la sienne. Ensuite, une photo d'elle quittant un carrefour avec lui poussant le chariot comme si c'était une soirée en amoureux. Puis une autre, de montant dans ma voiture ma Renault. Celle que je faisais lustrer tous les samedis matins pendant des années, celle avec laquelle je l'emmenais dîner pour chaque anniversaire de mariage. Maintenant, c'était son taxi à lui, où qu'elle l'emmenait. Et puis les photos de l'hôtel. Le même où nous allions chaque printemps quand je voulais la gâter pour un week-end. Une chambre différente, peut-être. Même enseigne sur le bâtiment. Même pot de fleurs devant. Un autre homme. Ils ne se cachaient pas. Ils entraient ensemble. Sortaient ensemble. À des moments différents, avec des vêtements différents. Marc avait daté les photos. 3 nuits d'affilée. Toujours la même routine, sa voiture se garait, il sortait en premier, elle suivait. Les caméras les ont captés marchant dans l'allée latérale vers l'entrée. Sans honte, sans nervosité. Comme des habitués. Il y avait aussi des photos dans un parc. Pas juste en train de marcher mais main dans la main.
Lui pointant les canards. Elle riant à quelque chose qu'il disait. Une autre où il s'asseyait sur un banc, elle appuyée contre son épaule. Une où il s'embrassait sous un arbre, comme dans un téléfilm. J'ai fixé celle-là le plus longtemps. Vous savez, parfois, le monde semble trop silencieux. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fini de parcourir le dossier. Comme si même les autres gars autour de moi savaient qu'il fallait garder leur distance. Comme si tout en moi s'était figé, et que tout ce que j'entendais était le bourdonnement du néon au-dessus de ma couchette. Je suis resté assis là, tenant ces photos. Mon estomac se tordait si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Ce n'était plus juste un soupçon. C'était réel. Concret. Des preuves en papier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le mur. J'ai juste regardé. Et regardé encore. Et le pire, ce n'était pas la trahison. Ce n'était pas qu'elle ait menti ou qu'elle ait amené un étranger dans la vie que j'avais construite. C'était qu'elle semblait heureuse. Plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Comme si elle ne se contentait pas de me tromper, elle m'effaçait. Mais je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas écrit. Je n'ai même pas dit à Nicolas ce que je ressentais. J'ai juste replié ces photos dans l'enveloppe, les scellées et les glissées sous mon matelas. Pas parce que j'en avais fini. Parce que je commençais tout juste. Le lendemain matin, après avoir regardé les photos, je n'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai complètement sauté le repas. Je suis resté sur ma couchette, à fixer le mur comme si je pouvais y creuser un trou avec mes yeux. Quelque chose en moi s'était durci. La douleur dans ma poitrine avait disparu. Elle s'était consumée pendant la nuit, remplacée par quelque chose de plus froid. De plus clair. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais planifier. J'ai appelé Nicolas cet après-midi-là. Les gardiens étaient habitués à mes appels du dimanche, alors personne n'y a prêté attention. J'ai donné mon numéro de détenu et attendu le bip. Quand sa voix est passée, elle était calme, stable, comme je l'espérais. Je n'ai pas perdu de temps. Nicolas, dis-je. Je veux que tu vides les comptes joints. Tous. Il y eut un silence. Tous? Oui. Chaque centime que Camille peut toucher. Transfère-les sur le compte de l'entreprise. Ou un autre à ton nom et j'ai confiance en toi. Assure-toi juste qu'elle ne puisse pas en voir un sou. C'est compris, dit-il, sans hésiter. C'est pour ça que je le gardais. Ce gamin savait quand poser des questions et quand suivre les instructions. Ce n'était pas le moment des questions. Je me suis adossé au mur et j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. C'était le premier vrai mouvement que je faisais depuis que tout s'était écroulé. Elle pouvait jouer dans l'ombre autant qu'elle voulait, mais je tenais encore l'interrupteur. Et le tableau électrique. Nicolas s'en est occupé d'ici mercredi. Il m'a envoyé une confirmation par courrier, comme avant, déguisée en comptabilité standard. À l'intérieur, il y avait des bilans, des fermetures de comptes, des relevés de retrait. Tout était vidé. Tous les comptes chèques, d'épargne, et les lignes de crédit partagées. Verrouillés et nettoyés. Vendredi matin, j'ai reçu l'appel. Ils m'ont appelé par haut-parleur pendant que je nettoyais le couloir. Ils ont dit que j'avais un appel en PCV de Camille. J'ai essuyé mes mains et pris le combiné. Antoine, dit-elle, la voix tendue par la panique. Il y a un problème. J'ai essayé de payer l'hypothèque, et ça a été refusé. Le compte courant est vide. J'ai laissé passer quelques secondes. Ça doit être l'enquête, dis-je calmement. Le gouvernement a probablement gelé les comptes. Quoi? Quelle enquête? Tu ne m'as rien dit. C'est une affaire fédérale, répondis-je. Ils vérifient tout. Gel des actifs, mesures de sécurité. Procédure standard. Elle respirait vite à l'autre bout du fil. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est tout l'argent que j'ai. Il faut que je paye la facture d'électricité. L'association des propriétaires m'a encore envoyé une amende pour les émaltaillés. Je n'ai pas ri, même si une partie de moi en avait envie. Je vais régler ça, lui dis-je. En attendant, tu devrais peut-être prendre un petit prêt. Juste de quoi tenir jusqu'à ce que le gel soit levé. Tu devrais facilement y arriver. Il y eut un silence. Puis, tu veux que je prenne un prêt?
Juste à court terme, dis-je. Je rembourserai quand je sortirai. Je suis toujours solvable, Camille. Elle est restée silencieuse longtemps. Je l'entendais respirer, passer en revue ses pensées, peser le peu qu'elle savait contre l'histoire que je venais de lui servir. Elle n'était pas douée avec les chiffres. Jamais. Les finances, c'était toujours mon domaine. Je suppose, dit-elle enfin. Je veux dire, je n'ai pas vraiment d'autre choix. Je t'accompagnerai si tu as besoin d'aide, proposai-je. Garde les paiements bas. Prends ce dont tu as besoin. C'est juste jusqu'à ce que je rentre. On a raccroché peu après. Je suis resté là, tenant le combiné, regardant à travers le plastique rayé de la cabine téléphonique, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines du contrôle. Elle a demandé le prêt quelques jours plus tard. Nicolas m'a tout raconté. C'était un gros prêt de plus qu'elle n'en avait probablement besoin. Évidemment. Camille ne faisait jamais les choses à moitié. Si elle allait vivre dans ma maison et voir un autre homme, elle allait le faire avec style. Et maintenant, elle le pouvait. Du moins, pour un temps. Elle a puisé dans les fonds rapidement. Je connaissais ses habitudes. Visite au spa, vêtements de marque, petit brunch chic qui coûtait plus qu'il ne valait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque passage de cette carte était une corde de plus pour le nœud qu'elle ne voyait pas se resserrer. Il n'a pas fallu longtemps pour que les remboursements du prêt commencent. Et je connaissais Camille. Elle pouvait vivre dans un monde imaginaire, bien sûr, mais elle détestait les responsabilités. Elle n'avait jamais eu de travail à temps plein, jamais eu à équilibrer quoi que ce soit seule. Elle m'avait toujours eu. Jusqu'à maintenant. Et le meilleur? Elle pensait que j'allais revenir et tout arranger. Que je sortirais de prison, que je lui sourirais, que je la serrerais dans mes bras, et que je prendrais en charge la dette comme un mari fidèle devrait le faire. Mais j'avais d'autres plans. Une fois l'argent hors de sa portée et le prêt bien lourd sur ses épaules, je suis passé à l'étape suivante. Savoir ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves réelles, incontestables, horodatées. Le genre de preuves qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main ou couvrir avec un discours larmoyant sur les erreurs ou la solitude. Je ne voulais pas de vengeance dans un accès de rage. Je la voulais précise. Mesurée. Documentée. Alors j'ai rappelé Nicolas. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un artisan. Pas un vrai. Juste quelqu'un qui pouvait en avoir l'air. On a élaboré un plan, une inspection de plomberie. Rien d'inhabituel à ce qu'un gars en uniforme arrive avec une boîte à outils et un bloc-notes. Camille ne connaissait rien à l'entretien, elle m'avait appelé une fois en panique parce que le broyeur d'évier faisait un bourdonnement donc elle ne poserait pas de questions. Le type qu'on a envoyé était un ami de Nicolas, un technicien de confiance. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je n'en avais pas besoin. Il savait ce qu'il faisait. Il est venu un après-midi en semaine pendant que Camille était sortie, au yoga, ou je ne sais où elle allait à ce moment-là. Il a installé 3 petites caméras, une dans le salon, une dans le couloir, et une discrètement derrière une grille dans la chambre. Alimentée par batterie. Activée par le mouvement. Connectée à un disque sécurisé par Wi-Fi. Pas de lumière clignotante, pas de bruit. Juste des yeux silencieux dans les murs. Et puis on a attendu. Les premiers jours, c'était calme. Camille se baladait dans la maison en peignoir. Au téléphone. Parfois à regarder la télé, parfois à danser seule dans la cuisine avec un verre de vin. On aurait presque pu croire qu'elle était juste une femme au foyer ennuyée qui cherchait à passer le temps. Mais le premier homme est arrivé le week-end suivant. Il n'a pas frappé. Il est entré directement. Avec une clé. Ça m'a tout dit. Ils se sont assis sur le canapé. On discutait un moment. Puis elle lui a pris la main et l'a conduit vers le couloir. La caméra de la chambre a capté le reste. J'ai passé la plupart des images en avance rapide. Je n'avais pas besoin de voir tous les détails. Juste assez pour savoir qui il était. Son visage était clair. Sa voix aussi. Grand, cheveux bruns, démarche arrogante comme s'il était chez lui. Il est parti tôt le matin. Elle l'a regardé partir depuis le porche, portant mon vieux sweat comme si c'était le sien maintenant. 2 jours plus tard, un autre homme est arrivé. Blond, cette fois. Plus jeune. Il conduisait une vieille camionnette rouge avec de la rouille sur les passages de roues. Ils ont commandé à manger, regardé un film dans le salon. Il est resté tard.
a laissé ses chaussures près de la porte. Camille riait tout le temps, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Ce schéma s'est répété pendant les semaines suivantes. Ce n'était pas toutes les nuits. Parfois, elle était seule. Parfois, elle recevait des amis. Mais 2 fois par semaine, comme une horloge, l'un de ces deux-là se pointait. Et elle les accueillait comme des habitués dans un bistrot qu'elle gérait. J'ai tout catalogué. Horodatage. Plaque d'immatriculation. La façon dont elle changeait les draps après le départ de l'un et avant l'arrivée de l'autre. Je l'ai vu fouiller dans des tiroirs que j'avais construits de mes propres mains, avec ce sourire nonchalant, comme si rien de ce qu'elle faisait n'était mal. Et pendant tout ce temps, les lettres continuaient d'arriver. Chaque semaine, comme une horloge. Même ton. Même mot. Tu me manques tellement. J'ai hâte qu'on retrouve notre vie. Je suis toujours à toi. Elles signaient chacune, avec amour, ta Camille. Je les lisais sur la même couchette où je regardais les vidéos que Nicolas m'envoyait la nuit. Je gardais les lettres soigneusement pliées sous mon oreiller, comme si elles étaient sacrées. Comme si elles signifiaient encore quelque chose. Elles ne signifiaient rien. C'étaient des fictions. Une version de conte de fées d'elle-même, envoyée pour me calmer, pour gagner du temps et de la tranquillité pendant qu'elle vivait de mon nom, de mon toit, de ma voiture et de mon argent. Ce n'était pas juste la trahison, c'était la facilité avec laquelle elle le faisait. Elle ne se cachait même pas. Pas de culpabilité. Pas d'hésitation. Comme si j'étais un souvenir qu'elle avait déjà enterré. Juste une photo dans un cadre qu'elle avait retourné face contre une étagère. Mais je n'étais pas enterré. J'observais. J'enregistrais. J'empilais chaque clip, chaque photo, chaque lettre posant les briques de quelque chose qu'elle ne verrait jamais venir. Le jour de ma sortie, le ciel était gris, lourd d'humidité. Je suis sorti de ces grilles avec rien d'autre qu'un sac de sport, un jean trop raide qui ne m'allait plus, et un dossier plein de papiers disant que j'avais payé ma dette à la société. Mais je ne suis pas rentré chez moi. Je n'ai même pas dit à Camille que je sortais cette semaine-là. Elle pensait qu'il me restait 30 jours, d'après le mensonge que je lui avais servi lors de notre dernier appel. Je lui avais dit que l'État était lent avec les démarches. Elle l'a cru. Évidemment. Elle ne remettait jamais rien en question, sauf si ça concernait des pointures de chaussures ou des accords mévins. Au lieu de retourner dans la maison que j'avais construite, celle qu'elle avait transformée en porte tournante pour des étrangers, je suis monté dans la camionnette de Nicolas et suis allé directement au bureau de mon avocat. Il s'appelait Philippe Dubois. Un homme plus âgé. Intelligent. Sans chichi. Il m'avait aidé à rédiger le contrat de mariage avant que Camille et moi ne nous marions. À l'époque, elle l'avait trouvé insultant. Elle disait que je ne lui faisais pas confiance. En vérité, j'avais juste vu trop d'hommes tout perdre parce qu'ils étaient trop amoureux pour protéger ce qu'ils avaient construit. Je lui avais dit que c'était juste une précaution. Elle avait fini par accepter, après quelques larmes et silence dramatique. Ce contrat m'a sauvé la vie. Toutes les preuves avaient été triées et cataloguées, photos, vidéos, horodatage, reçus, lettres, même l'audio des caméras. Philippe a dit qu'on n'aurait même pas besoin de tout présenter au tribunal. Juste assez pour que le message soit clair. Le contrat avait une clause clé, si l'un des conjoints était pris dans une relation extra-conjugale, l'autre conservait tout ce qui avait été acquis pendant le mariage sans contestation. Il précisait aussi que tous les cadeaux, actifs ou propriétés partagées reviendraient au conjoint fidèle. Ça incluait la maison, les voitures, les meubles, l'épargne. Tout. Quelques jours après ma sortie, Philippe a envoyé les documents à l'adresse de Camille par courrier recommandé. Je suis resté chez Nicolas pendant une semaine, dans sa chambre d'amis au-dessus du garage. Ça sentait le white spirit et la vieille moquette, mais c'était calme, et personne ne savait que j'étais là. C'est ce que je voulais. Elle a découvert que j'étais libre en ouvrant la boîte aux lettres. À ce moment-là, tout était déjà fait. J'ai reçu le premier appel moins de 2 heures plus tard. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les textos. Camille, pourquoi tu fais ça? Tu es rentrée? Camille, réponds-moi, s'il te plaît. Camille, c'est à cause de l'argent? On peut arranger ça. Puis les messages vocaux. Le premier était calme, confus. Antoine, je ne comprends pas ce qui se passe. Je pensais que tu ne sortais pas avant un mois. Le deuxième était plus fort. Tu m'as prise par surprise.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas rentré? Au troisième, elle criait. Je te jure, si tu ne réponds pas, je viens te chercher. J'ai éteint le téléphone après ça. Je l'ai laissé dans un tiroir. Nicolas m'a tendu une bière sans rien dire. On s'est assis sur sa terrasse à l'arrière, regardant le coucher de soleil, dans ce genre de silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin d'une vengeance affichée devant son visage. Je la voulais bien faite, silencieuse, chirurgicale. Elle pensait que j'allais revenir et jouer le jeu. Elle pensait qu'elle pourrait sourire, m'enlacer, peut-être même me baratiner avec un discours larmoyant. Mais je n'étais plus intéressé par les performances. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Le dernier message qu'elle m'a envoyé avant que je la bloque était une seule ligne. Ce n'est pas juste. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. La justice, ça ne compte que pour ceux qui se font prendre. Camille avait vécu de mon nom, de mon travail, et de mon silence pendant plus d'1 an. Elle avait le confort de ma maison, les clés de ma voiture, le titre des « épouse », tout en se moquant de tout ce que ce mot aurait dû signifier. Elle pensait que j'allais ramper pour revenir. Au lieu de ça, j'ai disparu. Je l'ai effacé, dans tous les sens du terme. Pas d'avertissement. Pas d'adieu. Juste une enveloppe froide avec son nom dessus, atterrissant comme une brique dans sa boîte aux lettres. Et je n'ai pas regardé en arrière. Le jour du jugement est arrivé. Le tribunal sentait la poussière et le café. Le genre d'endroit où on sent que personne ne veut être, mais où tout le monde doit regarder sa vie changer. Je portais une chemise propre, rien d'ostentatoire. Juste net et respectable. Philippe, mon avocat, était calme comme toujours, tenant une pile de dossiers bien organisés comme s'il ne pesait rien. On est arrivé tôt et on s'est assis devant. Quand Camille est entrée, on aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce. Elle portait une robe noire moulante, une que je n'avais jamais vue. Décolleté plongeant, talons hauts, cheveux bouclés comme si elle allait à un gala de charité plutôt qu'à une audience. Son maquillage était épais, comme si elle essayait de masquer le stress. Son sourire était faux, mais elle essayait et essayait de charmer la salle, le juge, peut-être même moi. Derrière elle, il y avait ses parents. Geneviève et Michel. Ils ne m'ont pas regardé en passant devant mon rang, mais j'ai vu la petite crispation dans la mâchoire de Michel, la façon dont Geneviève tenait son sac comme un bouclier. Le juge est entré, un homme grand avec des lunettes, qui semblait avoir vu toutes les ruses possibles et n'en être impressionné par aucune. Il a ouvert le dossier. Il a regardé Camille. Il m'a regardé. Puis il a fait un signe de tête à Philippe. Mon avocat n'a pas perdu de temps. Il s'est levé et a commencé à exposer calmement l'affaire. D'abord les photos. Puis des captures de vidéos. Puis des clips entiers projetés sur un petit écran face au banc. Les images étaient nettes, horodatées, corrigées en couleur. Camille avec l'homme grand dans un parc. Camille conduisant le blond dans la maison. Camille servant le dîner sur la terrasse, riant, enlaçant, tout en continuant à m'envoyer des lettres signées, avec amour, ta Camille. Je ne l'ai pas regardé pendant la diffusion. Mais je l'entendais. Sa respiration devenait plus lourde. Elle remuait sur sa chaise. À un moment, elle a chuchoté quelque chose à son avocat, mais il a juste secoué la tête. Puis sont venus les relevés bancaires. Nicolas avait rassemblé une chronologie complète. Retrait du compte du prêt. Frais de restaurant, hôtel, boutique, visite au spa. Rien de subtil. Rien de modeste. La salle d'audience est restée silencieuse. Le genre de silence qui bourdonne dans les oreilles. J'ai jeté un coup d'œil une fois, juste pour voir son visage. Son père était rouge aux joues, fixant le sol. Sa mère s'est levée et est sortie, ses talons claquant comme un métronome de honte. Camille était figée. Elle regardait l'écran comme si elle ne reconnaissait pas la femme dans les images. Comme si elle pouvait les faire disparaître par la seule force de sa volonté. Mais elle ne disparaissait pas. Le juge a attendu que tout soit montré. Puis il a examiné le contrat de mariage signé, notarié, clair comme de l'eau de roche. La clause était surlignée, toute infidélité transfère les actifs matrimoniaux au conjoint non fautif. Sans contestation. Sans faille. Philippe s'en était assuré. L'avocat de Camille s'est levé et a essayé de plaider le stress émotionnel. Il a parlé de l'isolement de la prison,
de combien c'était dur pour elle. Il a mentionné l'amour, l'engagement, la confusion. Ça n'a pas pris. Le juge s'est penché en avant et a dit, les preuves parlent d'elles-mêmes. Et puis c'est arrivé. Camille s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière et a heurté le sol avec un bang. Elle n'a même pas remarqué. Elle s'est tournée vers moi, les bras écartés comme si nous étions sur une scène de théâtre scolaire. « Antoine, je t'en prie, dit-elle, assez fort pour que les gens dans le couloir l'entendent probablement. J'ai fait une erreur. Je pensais t'avoir perdu. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas dit un mot. » Elle a fait un pas en avant, puis s'est mise à genoux. Dans ses talons et sa robe moulante, ça semblait maladroit. Désespéré. Sa voix s'est brisée. J'ai eu tort. Je suis désolé. Ne me prends pas tout. Je t'en supplie. Le huissier est intervenu. Le juge semblait agacé, mais il l'a laissé finir. Je n'ai pas bougé. Le tribunal a statué en ma faveur. Comme prévu. Tout ce qui avait été acquis pendant le mariage m'appartenait. Les voitures. Les meubles. Sont prêts? Ça, c'était à elle. Je n'avais jamais signé pour ça. Jamais co-signé. Je lui avais juste dit de le prendre. Et elle l'a fait. Tout à son nom. Quand ce fut fini, je me suis levé lentement. Mes jambes étaient stables. Camille a essayé de me suivre, mais le huissier l'a retenu. Je ne l'ai plus regardé. Pas par colère. Parce que j'en avais fini. Elle a crié mon nom une fois de plus alors que je sortais du tribunal. Mais tout ce que j'entendais, c'était l'écho de mes pas sur le carrelage. 2 ans, ça peut sembler une éternité, ou ça peut passer en un clin d'œil. Pour moi, c'était les deux. Après la finalisation du divorce, j'ai pris une profonde inspiration pour la première fois depuis des années et j'ai recommencé de zéro. Je n'ai pas gardé l'ancienne maison. Je n'en voulais pas. Chaque recoin portait un souvenir, pas du genre qu'on a envie de conserver. Je l'ai vendu en un mois et j'ai fermé ce chapitre sans même y remettre les pieds une dernière fois. Je suis resté un peu plus longtemps chez Nicolas. Petit projet, routine simple. Puis j'ai trouvé une location de l'autre côté de la ville, rien de luxueux, juste assez d'espace et de lumière. Je me suis fait discret. Je me suis remis à l'ébénisterie. Je partais pour de longues balades en voiture sans destination. Certains jours, je restais juste dans l'atelier, à travailler un morceau d'érable jusqu'à ce que mes mains se rappellent qui j'étais. 6 mois plus tard, j'ai acheté un endroit à moi. Plus petit que celui que Camille avait rempli de coussins décoratifs et de bougies parfumées, mais ça me convenait. Plein pied. Bonne structure. Un jardin avec un chêne solide et une petite terrasse où je pouvais siroter mon café le matin en écoutant les oiseaux plutôt que des mensonges. Dans ce calme, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Élodie. Elle enseigne la littérature française dans une université locale. Elle est vive, drôle à sa façon discrète, et se fiche complètement des marques ou du statut social. Elle écoute plus qu'elle ne parle, et quand elle parle, elle pèse ses mots. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve. Elle n'attend pas de moi que je répare son monde. Elle me laisse juste y être. On y est allé doucement. Pas de précipitation. Pas de faux semblants. Elle a su pour mon passé tôt dans notre relation et je le lui ai raconté un soir autour d'un plat à emporter. Je m'attendais à ce qu'elle s'éloigne. Au lieu de ça, elle a hoché la tête, posé quelques questions, puis dit « On dirait que t'as traversé l'enfer et que t'as gardé tes chaussures. » On ne parle pas de Camille. Pas besoin. Cette partie de ma vie reste dans un tiroir, fermé et silencieux. Et puis, un samedi après-midi, Élodie et moi nous promenions dans un centre commercial après avoir déjeuné. Elle voulait s'arrêter à une librairie, et je la suivais, lui tenant la main, me sentant comme un homme normal pour la première fois depuis longtemps. En passant devant l'entrée du supermarché, j'ai capté un mouvement du coin de l'œil. Au début, je n'ai pas réagi. Puis si. Camille. Elle était près du rayon des surgelés, poussant un chariot avec une roue bancale. Ses cheveux étaient en désordre, comme si elle n'avait pas pris la peine de se coiffer ce matin-là. Son jean était délavé, trop large. Son chemisier semblait froissé, peut-être porté plusieurs fois. Le chariot était rempli de plats surgelés, de nouilles instantanées et de sodas de marque distributeur. Je me suis arrêté de marcher. Pas exprès, juste l'instinct. Elle m'a vu.
Ses yeux se sont fixés sur les miens. Pendant une seconde, elle n'a pas bougé. Puis elle a lâché le chariot, fait 2 pas vers moi, et s'est mise à genoux. Là, au milieu du passage carrelé, devant les portes des congélateurs et un présentoir de biscuits en promotion. « Antoine, je t'en prie, dit-elle. » Sa voix s'est brisée. J'ai été stupide. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne pensais pas que tu me quitterais comme ça. Élodie se tenait à côté de moi, silencieuse. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas tiré sur ma main. Elle a juste attendu. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Elle ne portait pas de maquillage cette fois. Pas de performance, pas de faux-semblants. Juste du désespoir. Sa voix est tombée dans un murmure. « Je t'en supplie, dit-elle. Je n'ai plus rien. Je n'ai pas dit un mot. J'ai avancé. Pas vite. Pas lentement. Juste assez pour qu'elle sache que je passais mon chemin. Elle a tendu la main vers ma cheville, mais je l'ai dépassée comme si elle n'était pas là. Elle est restée au sol. Des gens ont commencé à regarder. Quelques employés ont jeté un coup d'œil depuis les caisses. Je continuais à marcher. Élodie m'a suivi sans un bruit, nos pas résonnant sur le sol brillant. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de colère. J'étais juste fini. Ce moment n'était pas une question de revanche ou de fierté. C'était une question de paix. De savoir que je n'avais plus à la porter ni chez moi, ni dans mes pensées, ni dans ce poids que je ressentais dans ma poitrine avant. Elle avait fait ses choix. Et j'avais fait les miens. Nous avons quitté le centre commercial avec un sac de livres et une joie tranquille. Je n'ai plus jamais revu Camille. Partagez votre avis dans les commentaires. Quelle est la vengeance la plus froide mais la plus intelligente que vous ayez jamais vue ou faite? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».